Je vais vous montrer la preuve que la vidéo de Bigfoot la plus controversée de l'histoire ne mérite pas toute la haine qu'elle a reçue au fil des années, et que les preuves soutiennent en réalité l'idée que cette vidéo est authentique à 100% et montre de vrais Sasquatch vivants. Je suis fermement convaincu qu'il a filmé des Sasquatch et que ce qu'il a montré dans ses documentaires sont en fait des portraits en très gros plan du visage du Sasquatch. Mais encore plus fou que cela, c'est la montagne de mensonges infondés et d'accusations lancées contre l'homme derrière la caméra, Todd Standing. Des mensonges et des accusations basées sur absolument rien de concret, et dans certains cas, une manipulation délibérée des faits, comme vous allez le voir. Bien sûr, je connaissais les deux visages, et j'ai toujours pensé qu'ils étaient étranges. Mais j'ai aussi essayé de tempérer ma réaction en me disant, tu sais, tu ne veux pas rejeter quelque chose simplement parce que ça ne ressemble pas à ce à quoi tu t'attendais. En d'autres termes, il te faut une raison valable pour rejeter quelque chose. Je m'appelle Robert, je suis un réalisateur et chercheur canadien, et depuis que j'ai eu ma propre rencontre avec le Sasquatch en septembre 2024, je suis déterminé à découvrir la vérité sur ces êtres mystérieux. Voilà pourquoi je fais ces vidéos et vous embarque dans cette aventure. C'est pourquoi je savais qu'il me faudrait explorer en détail la collection tristement célèbre de vidéos de Sasquatch de Todd Standing. Si ces vidéos sont authentiques, elles représentent certaines des images de Sasquatch les plus claires, les plus proches et les plus détaillées de l'histoire. C'est pourquoi je ne voulais pas m'embarrasser de théories spéculatives venant de sources extérieures. Je suis allé directement à la source elle-même, Todd Standing. Nous avons récemment eu un entretien à distance, et j'ai posé à Todd Standing toutes les questions et accusations sceptiques que j'ai trouvées en ligne, sans détour. J'ai aussi consulté des biologistes de la faune, des anthropologues et anatomistes titulaires d'un doctorat, ainsi que des guides interprètes naturalistes professionnels, tous en évaluant l'authenticité potentielle des images de Todd Standing. Voici ce que j'ai appris. Probablement l'accusation la plus célèbre, Todd, c'est que le visage du Sasquatch dans votre extrait, la vidéo numéro 5, je crois, connue sous le nom de Jake, serait en réalité simplement vous avec un maquillage prothétique. Les gens disent ça tout le temps. Nous avons tous vu cette fameuse photo en ligne avec le prétendu Sasquatch Jake d'un côté et une vieille photo de vous de l'autre côté. Les gens tracent des lignes entre vos yeux, ceux de Jake, et les bouches, puis disent « Regardez, ça correspond ». Clairement, c'est Todd avec des prothèses, Todd avec du maquillage. Qu'avez-vous à répondre à cela? Tout d'abord, regardez ça. Regardez ce tour de magie que je vais faire. Vous regardez? Regardez bien. J'ai acheté ces lunettes en magasin, elles iront à ma fille. Elles iront à la plupart des êtres humains. Ces lunettes ne conviendraient même pas à ce Sasquatch. Et je l'ai prouvé parce qu'il y a des aiguilles de sapin de Douglas des Rocheuses dans l'image. Oh, les aiguilles, elles sont une taille très spécifique, comme je l'ai montré dans une autre vidéo. Peu importe que le sapin de Douglas mesure 24 mètres ou 1,50 m, les aiguilles sont toutes de la même taille. Et en utilisant ce raisonnement, j'ai clairement prouvé que la tête de ce Sasquatch, qui s'appelle Jake, quand j'ai superposé ma tête correctement sur la sienne, même là, sa tête ne rentrait pas dans l'écran. Elle est aussi grande que ça. Le récit de Todd sur l'utilisation des aiguilles visibles sur les arbres dans certains de ses plans comme outil de mesure pour obtenir une estimation fiable de la taille de la tête de ces êtres m'a intrigué. Donc, naturellement, j'ai dû essayer moi-même. J'ai donc importé cette image fixe de la vidéo 5 de Todd dans Canva ici. Voici le sujet qu'il appelle Jake. En zoomant sur ce feuillage devant la tête du sujet, vous remarquerez qu'il y a cette petite branchette bien au centre qui porte quelques petites aiguilles oranges. Ceci est un sapin de Douglas des Rocheuses. Les sapins de Douglas des montagnes rocheuses ont des aiguilles qui mesurent constamment entre 1 pouce et 1 pouce écart, ou au maximum 1 pouce et demi de long. Cela s'applique quelle que soit la taille, l'âge ou l'emplacement de l'arbre. Les aiguilles des conifères restent remarquablement constantes en longueur. Et c'est sur cette constance que nous allons fonder certaines conclusions. Et pour rester prudent, nous allons supposer que ces aiguilles oranges ici mesurent 1 pouce de long. Comme mentionné, elles peuvent atteindre 1 pouce et demi, mais pour être prudent, disons 1 pouce. Prenons l'outil de dessin et choisissons un crayon orange car il sera plus visible. Et nous allons tracer une ligne couvrant l'une de ces aiguilles de la pointe à la base. Cette ligne représente exactement où commence et où se termine cette aiguille. Donc, c'est notre règle d'1 pouce. Et maintenant, nous allons la cloner, en faire une copie
et déplacer cette copie bout à bout avec la première. Et maintenant, nous allons refaire la même chose. Vous voyez où je veux en venir. Nous avons maintenant une représentation de 3 pouces de longueur horizontale, ou de largeur dans ce cas. Donc, nous allons continuer notre processus de clonage. Ça fait 4 pouces, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Réduisons un peu le zoom. 13, 14, 15. 15 de ces petites marques d'1 pouce nous amènent aussi loin qu'on peut voir du côté gauche de la tête de Jake. Il n'y a aucun être humain sur la planète avec un crâne de 15 pouces de large. Si vous cherchez la largeur moyenne de la tête d'un homme adulte, vous allez trouver des chiffres allant de 6 à 7 pouces. C'est largement plus du double de cela. Et encore une fois, cela est prouvé sans équivoque par le fait que ces aiguilles ici font au moins 1 pouce chacune. On ne peut pas nier ce fait. Donc, la tête de Jake mesure au moins 38 cm de large. Il ne peut pas s'agir d'un masque ou d'un quelconque costume placé sur la tête d'un être humain. De plus, vous remarquerez que le visage de Jake sur cette image n'est pas tout à fait face à la caméra. Il est légèrement de biais, ce qui signifie que la largeur apparente que nous voyons sur cette image est en réalité trompeusement étroite par rapport à ce qu'elle serait s'il nous faisait face directement. Encore une chose pour mettre cela en perspective. Je vais ajouter sur cette image fixe une image d'une règle standard de 12 pouces. Et comme nous savons que, encore une fois, ces aiguilles mesurent au moins 1 pouce de long, nous allons ajuster la taille de l'image de la règle pour qu'elle corresponde à 12 de ces petites marques ici. Nous savons que la tête de Jake mesure 15 marques d'aiguille de long, ou plutôt de large. Et cette règle mesure 12 pouces de long, donc 3 pouces de plus. Donc ça, en fait, c'est encore un peu trop long. Voilà, ceci est une représentation, une image à l'échelle de ce à quoi ressemblerait une règle standard de 12 pouces ou d'un pied de long comparé à la tête de cet être. En prenant ce selfie où je tiens une règle en bois de 12 pouces identique à celle que j'ai superposée sur les yeux de Jake, je peux comparer très précisément la taille de ma tête à celle de Jake. Et les résultats sont effrayants. Ce n'était pas un humain. Avant de poursuivre l'enquête, si vous partagez mon enthousiasme pour découvrir la vérité sur Sasquatch, cliquez sur le bouton d'abonnement et la cloche de notification. Cette chaîne est l'endroit où vous trouverez les analyses les plus approfondies, les examens les plus détaillés et les preuves les plus révolutionnaires que vous pourrez trouver dans tout l'univers de la recherche sur le Sasquatch. Je lance aussi un Patreon où vous pourrez échanger avec moi et suivre mes recherches sur le Bigfoot de façon bien plus directe et intime, avec un premier niveau d'adhésion gratuit. Je vous en dirai plus à ce sujet vers la fin de cette vidéo. Ce qui m'intéresse particulièrement, ce sont certains indices que Todd Standing interprète comme des signes de Sasquatch. J'avais des réserves à ce sujet en arrivant, mais je commence à changer d'avis. Voyons maintenant si nous pouvons faire une expérience similaire avec cette image fixe tirée de la vidéo 4, le sujet que Todd Standing appelle Jane, la prétendue femelle Sasquatch. Dans ce cas, nous avons une image assez nette des aiguilles et du feuillage d'un arbre conifère juste devant son visage. Nous allons donc utiliser cela comme référence. C'est un épicéa d'Engelmann, arbre originaire de cette région de Colombie-Britannique. Les aiguilles de l'épicéa d'Engelmann mesurent entre 1,5 et 3,3 cm de long. Nous allons donc prendre une moyenne sûre d'environ 2,5 cm, mais comme vous allez le voir, même si nous supposons seulement 1,5 cm la longueur minimale des aiguilles d'épicéa d'Engelmann, l'argument que nous allons présenter reste valable. Nous allons donc zoomer ici et essayer d'obtenir une vue d'une seule aiguille. Et encore une fois, nous allons tracer une ligne depuis la pointe de cette aiguille jusqu'à cette petite zone sombre qui, selon moi, représente clairement la brindille d'où poussent ces aiguilles. Et nous allons prendre notre ligne clonée d'1 pouce et dézoomer pour que nous puissions voir le visage du sujet. Et nous allons déplacer cela autant que possible en faisant une estimation éclairée, là où se trouve le côté droit de son visage, donc à gauche de cette image. C'est difficile à dire parce qu'il y a des brindilles mortes et une branche devant son visage. Mais pour rester prudent, je dirais que c'est une assez bonne représentation du côté droit du visage de Jeanne. Encore une fois, nous allons cloner cette ligne d'1 pouce et l'aligner avec la précédente, puis nous allons répéter le processus. Donc là, ça fait 2 pouces de distance horizontale, maintenant 3 pouces.
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Celui-là s'est déplacé pour une raison quelconque. 12, 13, 14. Maintenant, il se peut que je sois allé un peu au-delà de son visage ici. Oui, je pense que c'est le cas, parce qu'on arrive à la chevelure sombre, donc je vais enlever le dernier. Donc on va dire environ 13 marques d'1 pouce. Maintenant, encore une fois, comme pour Jake, sa tête n'est pas directement tournée vers la caméra. Elle est inclinée, ce qui signifie que la largeur apparente sur cette image est inférieure à ce qu'elle serait dans la réalité. Mais c'est ce que nous avons de plus proche, car je refuse de manipuler les images fixes pour essayer d'obtenir un résultat plus favorable. Ceci est une image fixe inchangée, tirée des images originales de Todd. Donc, ici, nous avons une tête d'au moins 33 cm de large, et encore une fois, il y a de fortes chances qu'elle soit encore plus large que ça. Comme pour Jake, c'est bien plus large que n'importe quelle tête humaine normale, ou même anormale. Tout comme avec Jake, je peux prendre ce selfie où je tiens cette règle en bois et comparer la taille de ma tête à celle de Jane. Et comme vous pouvez le voir, les résultats sont tout aussi troublants avec Jane qu'ils l'étaient avec Jake. D'accord. Donc à ce stade, j'ai ce que je considère comme une estimation assez précise de la taille des têtes des créatures dans les vidéos de Todd, basée encore une fois sur la taille relative des aiguilles de sapin de Douglas Desrocheuses visibles dans ces vidéos près des têtes. Mais la comparaison avec les aiguilles n'aborde pas vraiment directement la comparaison entre la tête de Todd et celle de la créature qu'il appelle Jake, une comparaison qui circule sur Internet depuis tant d'années. Alors, maintenant, examinons cette comparaison visuellement en la soumettant à un examen logique poussé et voyons ce qu'elle vaut. Nous avons donc déjà clairement réfuté l'idée que le sujet connu sous le nom de Jake ou Jane pourrait être Todd Standing ou tout autre être humain portant un masque, des prothèses ou autre chose. C'est physiquement impossible. Mais juste pour enfoncer le dernier clou dans le cercueil de cette idée, comparons le visage de Todd à celui de Jake. Nous allons donc zoomer ici sur notre ami Jake, puis nous ajouterons une capture d'écran de Todd que j'ai prise lors de la conversation que nous avons eue pour cette vidéo. Ceci est donc clairement une vue de face non modifiée de Todd Standing. Elle n'a pas été retouchée. Vous avez vu les extraits vidéo de lui et moi en train de discuter. C'est simplement une image toute simple de Todd. Nous allons enlever l'arrière-plan pour plus de clarté. Et ensuite, nous allons ajuster la taille de Todd pour qu'elle corresponde à celle de Jake autant que possible. Ce n'est tout simplement pas une bonne correspondance. Vous pouvez voir que la tête de Jake est beaucoup plus large par rapport à ses traits du visage que celle de Todd. Ils sont construits de manière complètement différente. Et pour rappel, cela ne tient même pas compte du fait que, d'après la longueur de l'aiguille dans ces extraits, il n'y a aucune chance que la tête de Jake soit aussi petite que celle de Todd. Peut-être n'êtes-vous pas convaincu, faisons une expérience de plus. Nous allons comparer les proportions des traits du visage de Todd, en ce qui concerne la distance entre les traits, à celle de Jake. Alors, nous allons zoomer sur Todd ici. Todd, si tu regardes ceci, je m'excuse pour le manque de dignité. Prenons notre outil de dessin et zoomons de très près. Je vais essayer de tracer les yeux de Todd aussi précisément que possible, en allant jusqu'au bord des paupières, en haut et en bas. Pour obtenir simplement une représentation propre et précise de chaque œil. En ce qui concerne la longueur et la forme des yeux, c'est assez précis. Maintenant, on va faire l'autre. Maintenant, on va dézoomer légèrement et on va cloner un de ces dessins d'œil. Ensuite, on va déplacer ce clone entre les yeux de Todd. Nous ajouterons une ligne ici pour plus de clarté visuelle. Donc, on est tous alignés verticalement. Vous pouvez voir qu'il est assez évident que l'espace entre les yeux de Todd correspond presque exactement à la largeur d'un de ses yeux. Et les amis, avec une petite marge de variation, c'est le cas pour presque tous les êtres humains sur la planète. Prenez cette image de moi par exemple, que je viens de superposer sur le pauvre Todd ici. Faisons la même chose. Donc, on va prendre la forme de l'un de mes yeux, la cloner et la placer entre mes yeux. Et devinez quoi ? Mes yeux sont exactement espacés de la largeur d'un œil. Je vous épargne la corvée de me voir faire ça sur d'autres photos, mais croyez-moi, c'est un processus reproductible. Maintenant, nous allons regarder à nouveau le visage de Jake. Donc, nous allons zoomer et faire exactement la même chose que tout à l'heure. Il est un peu plus difficile de voir les yeux de Jake, parce qu'il s'agit d'une image fixe tirée d'une vidéo,
et donc un peu flou quand on zoome autant, mais on peut quand même les voir suffisamment bien. Dessinez par-dessus son œil, ombrez-le et faites la même chose avec l'autre œil. Nous allons colorier cela et dézoomer un peu. Voilà, ce sont les yeux de Jake. Maintenant, nous allons en cloner un, comme nous l'avons fait avec Todd, et le glisser entre les deux autres. Et regardez ça. Nous avons presque une largeur d'œil entière de distance en plus. Ça fait pratiquement 2 largeurs d'œil. 2 largeurs d'œil d'écart entre les yeux de Jake contre une largeur d'œil sur le visage de Todd. Voilà, c'est une affaire classée. Jake ne peut pas être Todd, non seulement à cause de la taille massive de sa tête, d'après la taille relative des aiguilles près de sa tête, mais aussi parce que ses yeux sont littéralement 2 fois plus éloignés l'un de l'autre que ceux de Todd, ou que ceux de n'importe quel autre être humain normal sur la planète. Mais si vous êtes sceptique, vous pourriez encore avoir une question. Qu'en est-il de cette photo tristement célèbre que nous avons déjà mentionnée, celle avec Jake d'un côté et le visage de Todd de l'autre, et comment, lorsqu'on les fusionne, ils se ressemblent presque parfaitement? Eh bien, examinons cela. Voici une capture d'écran de cette image précise. Je l'ai recadrée pour que vous ne puissiez pas voir la partie fusionnée avec le visage de Jake et celui de Todd. Mais l'important, c'est cette image du visage de Todd toute seule. Je me rends compte qu'elle est très pixelisée. C'est la seule copie que j'ai pu trouver en ligne. Mais pour ce que nous voulons faire, cela ira très bien. Donc, nous allons essayer de comparer Todd sur cette image floue utilisée par ses détracteurs pour tenter de le discréditer avec cette image de Todd prise lors de mon interview. Maintenant, vous pouvez voir que Todd sur l'image floue regarde légèrement vers sa gauche et que Todd sur ma capture d'écran regarde légèrement vers sa droite. Donc, nous allons commencer par retourner l'image de Todd issue de notre conversation. Maintenant, nous allons essayer de mettre ces 2 images à la même taille pour qu'elles correspondent exactement. On prendra les yeux comme référence. Ce n'est pas compliqué puisqu'il s'agit du même gars, avec seulement quelques années d'écart. Donc, nous allons prendre notre image récente de Todd et nous allons baisser la transparence pour pouvoir voir les yeux de l'image floue en dessous. Et regardez ça, les yeux correspondent déjà presque parfaitement. Notre Todd est peut-être un peu trop petit. Faisons-le un peu plus grand. Et vous pouvez voir les yeux du Todd flou et les yeux de notre Todd. Ils correspondent maintenant parfaitement. Les yeux correspondent, et il semble que le nez et la bouche correspondent aussi plutôt bien. Alors, reculons un peu et nous allons rétablir l'opacité totale du Todd récent ici. Remarquez-vous des problèmes ici? Je vous montre à nouveau transparent, opaque, transparent, opaque. Les yeux, le nez et la bouche correspondent sur les 2 images. Elles sont presque identiques. Mais regarde la tête de Todd sur l'ancienne image floue. Elle est beaucoup plus grosse, plus haute et bien plus large que cette version récente de Todd. Ses oreilles sont clairement visibles sur l'ancienne image floue, contrairement à la plus récente. Tout dans sa tête sur l'image floue est plus large et plus gros que sur cette image récente et non modifiée prise lors de cette même conversation que j'ai eue avec Todd. Alors, qu'est-ce que cela nous dit? Eh bien, c'est assez clair. Cette image de Todd provenant de ma conversation est réelle et non modifiée. Cette image de Todd a été délibérément modifiée et déformée dans Photoshop pour essayer de prouver que Todd est Jake, mais ce n'est pas le cas. J'ai toujours trouvé cela risible et absurde, puisque les proportions ne correspondent absolument pas. Ce qu'ils font, c'est qu'ils étirent ma tête et allongent celle des Sasquatch. Tout le monde faisait toujours des montages entre le visage de Todd et ceux de ses créatures. Mon propre Photoshop, ouais, eh bien, c'est ce que fait une application de morphing, non? Elle prend 2 éléments très différents, des A et des B, ou des A et des D, et elle les fusionne en douceur entre les deux, à travers l'espace qui les sépare. Et quelqu'un l'avait fait avec Barack Obama et le visage d'un Hoth ou d'un Ewok. Et ils ont fusionné parfaitement dans la même invention. C'est comme ça que fonctionne une morphing. Maintenant, si vous faites de la reconnaissance faciale, je suppose, et que vous pouvez montrer que les points de repère du visage s'alignent à un degré plus élevé que ce à quoi on s'attendrait pour 2 individus différents, alors ce serait un cas différent. Mais la morphine, ce n'est pas ça. Eh bien, c'est une manipulation délibérée. Oui, Exactement.
Eh bien, cela règle la question au-delà de tout doute logique. Quoi que soient ces créatures, elles ne sont absolument pas Todd ni aucun autre être humain portant un masque ou grimé. Ce n'est pas possible, c'est physiquement impossible. Mais aussi convaincantes que soient ces conclusions, elles ne suffisent pas à faire taire les détracteurs de Todd. Les gens ont fait remarquer que Jake semble avoir des poils qui montent jusqu'aux joues et évidemment une couche de poils assez uniforme et épaisse autour du front qui remonte jusqu'à la crête sagittale. C'est ça. Alors que Jane semble avoir une sorte de crinière assez touffue autour de la tête, disent-ils, et ensuite des poils beaucoup plus courts, voire presque pas de poils ou de cheveux autour du visage. Donc il y a une différence perçue et les gens se demandent s'ils sont censés appartenir à la même espèce. Comment expliquer ça? Ils ont l'air différents. Qu'en pensez-vous et que répondez-vous à cela? Si vous me mettiez à côté d'Ashley, on croirait presque qu'on n'est même pas de la même espèce. J'ai une barbe, et j'ai, comme vous venez de le dire, les poils qui remontent. Elle, non. Ce que vous voyez aussi chez Jane, c'est une crinière. C'est cette lumière vive du soleil qui frappe la peau et crée vraiment un effet de séparation où ça ressemble presque à une crinière, mais elle a tous les petits poils sur le visage. Comme j'ai vu Sasquatch le faire, et en fait ça m'a toujours intrigué parce qu'ils ont exactement le même espacement des yeux. Ils correspondent. Si tu les superposes, ils ont le même espacement des yeux, un nez similaire et des lèvres assez proches. Ils se ressemblent énormément. Je vois donc de grandes similitudes. La seule différence, c'est si tu parles de mâle ou femelle. Un fort dimorphisme sexuel existe. Les mâles sont bien plus grands que les femelles, avec barbe et forte pilosité. Les mâles sont excessivement poilus. Et puis, bien sûr, les conditions. Mon Dieu, quand j'ai filmé Jake, le ciel était couvert. Couverture nuageuse, Robert, contrairement à la lumière directe du soleil, dans l'ombre des arbres. Cela va donner un aspect et une pigmentation de peau différents. Tu sais, tu vois beaucoup plus de détails sur Jake parce que j'obtiens une image bien plus nette, parce que la lumière ne surexpose pas l'image. Donc Todd n'a vraiment pas tort sur le fait qu'il existe de sérieuses différences physiologiques au sein d'une même espèce. La variation de la ligne d'implantation des poils est fréquente chez les individus de diverses espèces. Chez les gorilles et les chimpanzés, par exemple, et encore plus chez les humains, la façon dont les poils poussent varie considérablement en fonction de l'âge, du sexe et de la génétique. Il y a beaucoup de variations. L'affirmation selon laquelle un sujet serait, je cite, un masque plus avancé ignore la possibilité que deux individus d'une même espèce puissent naturellement varier. Le docteur Meldrum déclare, je cite, il y a des variations entre les sujets présentés, mais cela n'invalide pas leur authenticité potentielle. Ils pourraient simplement être des individus différents. Je trouve qu'ils sont comme frères et sœurs, ils se ressemblent beaucoup. Parfois, leurs cheveux sont plus ou moins ébouriffés. Peut-être qu'elle vient d'être toilettée, je ne sais pas. En fait, je vois plutôt le contraire. Surtout quand tu regardes leur corps, c'est ça aussi que tu oublies, les corps. C'est la même physiologie. Je peux voir que c'est la même espèce, ils sont debout, bipèdes, très musclés. Tu sais, Jane ressemble beaucoup à Patty, et Jake pas du tout. Il est absolument énorme, incroyablement musclé. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas. Tu peux le voir aussi dans ma vidéo, là où ce Sasquatch se lève. Il est absolument gigantesque. Je sais que les gens ne sont pas là et qu'ils ne comprennent pas. J'ai montré à quel point ce Sasquatch est grand, mais mec, il était tellement incroyablement musclé. Ça ne ressort pas du tout à la caméra. On perd cette proportion de taille quand on filme et surtout en montagne. Mais oui, tellement plus massif. Encore une fois, regardez les mâles et les femelles orang-outans. Incroyable, non? Les mâles orang-outans ont des coussinets saillants, pas les femelles. Donc pas de telle différence. Il y a beaucoup moins de différences, nettement moins de différences entre les mâles et les femelles Sasquatch qu'il n'y en a chez les orang-outans. Voilà les différences entre les Sasquatch mâles et femelles. Et Kabota, il semble avoir la peau plus foncée. En fait, je suis d'accord avec ça. Il a vraiment la peau plus foncée. Je suis monté là-haut et puis il se montre et dévoile cette noirceur, la mort, comme il l'appelle le diable. En réponse, je me disais à moi-même, eh bien, ça ressemble plus à ce à quoi je m'attendais. Je veux dire, il avait ce visage noir. Il a exactement la même mâchoire, les mêmes cheveux. En fait, il a une calvitie naissante. Un visage très simiesque, ressemblant à un chimpanzé, avec une ligne de cheveux très reculée et des sourcils épais. Tu sais, il y avait des grains de beauté et des bosses sur les plis du front. Les yeux étaient très écartés, si je me souviens bien aussi, et ils clignaient, ils avaient l'air tout à fait normaux. Il avait un grand nez large et tombant, un peu aplati, avec une cicatrice oblique qui traversait le nez.
Et on voit ça aussi chez les chimpanzés. Ils ont un crâne fuyant, donc Cabota est plus petit, pas aussi musclé. On pourrait toujours avancer l'argument que, même si ces êtres ne sont certainement pas Todd ou un autre humain portant un masque, ils pourraient être des accessoires animatroniques, une sorte de créature factice, robotisée, conçue pour bouger de façon convaincante et donner l'illusion d'être vivant. En fait, c'est plus ou moins ce que disent les auteurs de ce PDF que j'ai trouvé en ligne. Ce document s'intitule « A Critical Examination of the Todd Standing Sylvanic Subjects ». Il n'a pas non plus été écrit par des gens ordinaires. L'un des auteurs est Daniel Faulkner, un artiste des effets spéciaux chez Weta à Hollywood. L'autre est Phil Pauling, un ancien policier et enquêteur paranormal. Examinons donc point par point leurs affirmations sur le travail de Todd et voyons si elles résistent à la logique. Quelqu'un l'avait publié, c'était David Falconer. Lui et cet autre homme ont rédigé une évaluation. Et ils ont passé en revue, vous savez, à leur crédit, ils ont examiné et isolé des caractéristiques anatomiques ou des observations de morphologie, puis ils les ont critiquées. Mais certaines des critiques, vous savez, en le lisant, et je suis resté là à le lire, et puis j'ai tapé ma propre petite réponse à certaines de leurs critiques et je l'ai ajoutée à la page. Des illustrations exemplaires, des figures simplement tirées d'Internet qui réfutaient l'affirmation qu'ils faisaient. Donc, le premier point abordé dans ce document concerne la paupière et le mouvement des yeux. L'affirmation est que les yeux dans la vidéo 4, la créature connue sous le nom de Jane, ne bougent pas, ne clignent pas et ne se dilatent pas. Et cela suggère, selon les auteurs, qu'il s'agit d'un accessoire statique avec des yeux en verre de taxidermie, plutôt que de vrais yeux sur une vraie créature. Mais voilà le problème. L'immobilité des yeux n'est pas une preuve de supercherie. Les primates sauvages fixent souvent leur regard ou évitent le contact visuel, surtout lorsqu'ils se sentent menacés. Et cela a été noté par la primatologue Jane Goodall, qui l'a observé chez les chimpanzés, et a dit, je cite, « Le contact visuel direct peut être perçu comme une menace ». Maintenant, selon Todd Standing, les créatures qu'il a filmées ici savaient qu'il était là. Donc, ce comportement oculaire, il a en fait du sens d'un point de vue primatologique. Elle ne bouge pas la tête dans tous les sens et elle ne regarde pas partout avec ses yeux. Elle me cherche du regard. Elle est très concentrée. Si vous voyez un cerf chercher un loup, il se fige et fixe du regard. Elle sait que je suis là-bas et pense m'avoir vu. Elle regarde au bon endroit. Donc elle est là-bas et elle me fixe du regard. C'est pour ça que vous ne voyez pas de clignement des yeux ou de mouvement brusque. Un cerf ne fait pas ça quand il est concentré. Un ours non plus quand il est focalisé sur quelque chose. Les animaux qui observent ne font pas ça. Je n'ai jamais pu la filmer plus de 30 secondes environ parce que je suis arrivé là pendant une tempête de neige. J'ai pu accéder à cette zone uniquement ainsi, malgré une tempête de neige où je ne voyais rien. Comment as-tu trouvé ton chemin? J'ai suivi les ruisseaux. J'étais juste à côté d'un ruisseau. Moi aussi, j'ai suivi les ruisseaux et j'ai suivi les rochers pour arriver à cet endroit précis. Après la tempête de neige, je prends les images ici le lendemain. Je suis sous un gigantesque sapin de Douglas. Il fait chaud et très doux dehors. La température a augmenté d'environ 25 degrés comme parfois en automne. Et la neige fond beaucoup, et tu peux le voir. Il y a de la neige autour de Jeanne. Tu vois la neige fondre autour d'elle aussi. À mesure que la neige fond, elle éclabousse mon appareil photo, donc je passe de l'un à l'autre. J'ai un vieil appareil et une caméra vidéo avec laquelle je suis très à l'aise. Alors j'ai baissé la caméra, j'ai essuyé l'objectif, j'ai utilisé l'autre appareil, parce que je suis vraiment dans un état d'esprit où je veux accomplir les choses et rester très concentré. C'est pour ça que les plans sont plus courts. C'est pour ça qu'elle a cette expression. Il est également important de noter que, bien que les critiques mentionnent l'absence de pupilles dans les yeux de Jane comme un autre signe de faux yeux en verre, les pupilles sont en réalité clairement visibles à certains moments dans les images. La prochaine affirmation concerne le contour des lèvres, la forme de la bouche et les jointures nasales de ces prétendues créatures. Premièrement, les auteurs affirment que les lèvres de la créature appelée Jeanne ressemblent à du latex peint et qu'une ligne sous le nez est qualifiée de couture, suggérant la fabrication d'un masque. Mais une apparence semblable au latex peut aussi résulter d'une peau sèche et craquelée, ce qui est très courant par temps froid. Selon cette logique, mes lèvres se transforment en latex chaque hiver. De plus, des cicatrices naturelles, des rides, des anomalies génétiques ou des plis peuvent tous créer des lignes qui ressemblent à des coutures sous le nez. Les auteurs disent que les humains n'ont jamais cette caractéristique, mais c'est clairement faux.
Ils ont insisté là-dessus, ils en ont fait toute une histoire. La ligne sombre, dont ils étaient convaincus qu'elle indiquait une jointure ou la prothèse nasale dans son ensemble, avait été mal posée et non, aucun maquillage de retouche n'avait été utilisé pour cacher cette jointure. Donc, je suis juste arrivé et j'ai simplement fait des portraits classiques et des figures de personnes, des photos plutôt, de gens pris dans la rue, des modèles, peu importe. Exemple après exemple, j'avais une demi-douzaine ou une douzaine de cas identiques à ce que j'appelle le visage blafard. Il y a celui qui ressemble à un Ewok et celui au visage blafard. Ouais. Je crois que Todd... Appelle ça... Jane, ouais. Jane a l'air d'avoir mis trop de fond de teint. C'est tout bosselé et pâteux, et ça n'a pas été bien estompé. Bref, je pense que c'était son nez qu'il voulait mettre en avant. Ils ont aussi attiré l'attention sur un des coins d'un de leurs yeux. Et ils ont dit, vous savez, il n'y a pas la petite membrane nictitante dans le coin de l'œil, la petite caroncule. Et encore une fois, j'ai trouvé une photo d'un jeune orang-outan dont les petits yeux en bouton ressemblaient exactement à ceux de la créature. J'ai donc demandé si c'était un faux orang-outan. Je veux dire, le point c'est que, regardez, j'ai vérifié et j'ai continué, il y en avait un après l'autre, comme ça. Et j'ai dit, écoutez, ne prenez pas ce résumé comme une approbation. Ceci est entièrement une critique de votre critique. Et mon point est simplement que si vous allez rejeter ces éléments sur cette base, alors vous devez répondre à ma critique. Je veux dire, c'est la pire ou la meilleure munition que vous ayez. Ça ne tient pas la route. Vous savez, ça ne fait pas pencher la balance. Je veux dire, ça peut renforcer superficiellement votre opinion. Mais si quelqu'un peut si facilement, je veux dire, sans presque aucun effort, trouver ces images contradictoires. Savez-vous ce que cela signifie? Pourquoi ne voyons-nous que les visages sur ces images? Ils n'ont pas bougé leur corps. Pourquoi la caméra ne descendait-elle pas pour montrer des mouvements physiologiques au-delà du visage? Pourquoi n'avons-nous pas cela, des images du corps? C'est parce que les gens se concentrent là-dessus. Ils en veulent toujours plus, rien ne suffit jamais. Tu sais ce qui s'est vraiment passé, Robert? Les vidéos 2 et 3 sont arrivées en premier. Tu sais ce que tout le monde m'a dit? Pourquoi ne voit-on que le corps? Pourquoi ne voit-on pas le visage? La vidéo 2 montre un Sasquatch se levant puis redescendant en glissant. La vidéo 3 montre un Sasquatch s'enfuyant loin de moi. Alors, les gens demandent depuis des années, pourquoi on ne voit pas de visage? Pourquoi tu ne sais pas? Ensuite, je leur montre mon visage, et qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi on ne voit pas le corps? Pourquoi on ne... Et c'est comme, dans quel sens tu veux que j'aille? Je t'ai déjà montré un corps, c'était quand j'ai commencé. Ensuite, tu te plains, tu veux un visage. Peut-être que tu devrais revoir un peu l'historique. Je suis juste en train de zoomer sur l'endroit. Crois-moi, il y a des prises que j'ai faites où je regarde, mais ils regardent à travers différentes ouvertures. J'étais littéralement à 5 ou 6 rangées d'arbres en arrière. J'ai vraiment eu de la chance d'obtenir ce que j'ai eu. Je zoome là-dessus autant que je peux, à 100% sans zoom numérique, uniquement avec le zoom optique. Je vous donne tout. Il n'y a pas de plan du bas du corps, car il est caché par des arbres et des rochers. Jane sort la tête et regarde en bas. Quand vous sortez la tête comme un tireur d'élite pour aller regarder quelque chose, est-ce que vous allez mettre votre corps en avant? Pourquoi? Et c'est tout ce que vous pouvez voir d'elle. Elle est vraiment bien positionnée. Elle est dans une sorte de terrain en creux ou quelque chose comme ça. Je pense que c'était un ancien emplacement de cascade où elle s'est juste glissée dans ce ravin. Elle relève la tête, elle recule le long de la tranchée en regardant vers le haut. Et Jake, crois-moi, j'en voulais plus. C'est tout l'incident qui s'est passé avec Jake. Je prends une photo et j'ai ça en tête. Je suis en zoom. C'est une photo brillante, d'une clarté cristalline parfaite. Je l'ai pendant environ 8 secondes. J'éteins l'enregistrement, coupe l'alimentation, enfile ma cape de camouflage et m'approche. Donc j'ai eu la photo. Il n'y a rien de mieux que ça. J'ai eu la photo. Est-ce que je peux faire mieux? Oui. Et c'est pour ça que vous voyez que, progressivement, je me rapproche de plus en plus, jusqu'à ce que finalement je me lève de ma cape de camouflage et que j'aille directement vers lui pour prendre la photo. Dans ce cas, évidemment, je n'ai pas réussi, mais c'est ça la progression de ce qui se passait. C'est moi qui me rapprochais de plus en plus, sachant que j'avais une batterie limitée dans mon appareil photo et un espace limité pour les enregistrements. Donc,
Quand Todd se présente comme le genre de gars capable de parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres dans l'arrière-pays et de rassembler des preuves convaincantes sur le Sasquatch, voire même des témoignages visuels, il s'avère que vous n'êtes pas obligé de le croire sur parole, parce qu'il a guidé des centaines de personnes au fil des ans dans ces zones, qui ont vu les preuves et même aperçu les créatures. L'une de ces personnes est le docteur Jeff Meldrum. Donc, nous trouvions des empreintes, et vous savez, assez dispersées dans certains cas, qui mesuraient environ 13 pouces et demi. Donc, pas énorme, mais c'était plus grand que Todd lui-même, qui, eh bien, il fait probablement environ 1,95 m, 1,98 m au moins. C'était plus grand que sa botte, mais aussi plus grand que la mienne, et lourd, profondément enfoncé jusqu'à ce que la mousse soit écrasée et ne reprenne pas sa forme. Nos traces reprenaient leur forme, comme de la mousse à mémoire de forme, quand nous marchions. Nous restions debout autour du feu, et c'est lors de l'une de ces occasions que quelque chose s'est approché du camp. D'accord. Et tout le monde était là. Il n'y avait pas d'autres véhicules, tu sais, qui arrivaient. Nous étions là depuis la fin de l'après-midi jusqu'au petit matin. Et puis quelque chose s'est approché du camp. Et c'est là que j'ai aperçu quelque chose dans le dispositif de vision nocturne. Et nous entendions des vocalisations, des sifflements, des sortes de pépiments, presque des sons d'oiseaux, puis des branches qui se brisaient. D'accord. Nous avons donc conclu que les êtres sur les images de Todd ne sont ni lui ni d'autres humains déguisés. Et l'argument selon lequel il s'agirait d'une autre forme de supercherie, comme des animatroniques ou des images de synthèse, est au mieux circonstanciel et subjectif. Que doivent faire les détracteurs de Todd? Eh bien, il s'avère que leur prochaine stratégie consiste à attaquer Todd personnellement avec des mensonges. Cet événement aurait apparemment impliqué que quelqu'un t'ait vu, toi et ton véhicule, ainsi qu'une paire de gants de gorille et ou un costume de singe entier. Et toi, essentiellement, selon cette personne, tu as essayé de balayer ça d'un revers de main. Ce n'est pas si pratique. Mais quelle serait ta réponse à quelqu'un qui tomberait sur cette accusation en ligne et ne saurait pas quoi en penser? Oui, c'était Solophile avec moi. J'ai fait une expédition avec lui et sa copine qui a vu le gant usé sur la banquette arrière de ma voiture. Ce qui s'est passé, c'est que mon beau-frère a mon neveu, je l'adore, il l'aime à la folie. Il s'est déguisé en gorille pour Halloween. Après avoir rangé le costume d'Halloween, le gant de gorille était trop grand pour lui, mais me serrait la main. Il me les a donnés en disant que, comme je travaille sur mon véhicule l'hiver et que je n'utilise jamais de gants pour enlever la neige, peut-être que j'utiliserai des gants comme ceux de Bigfoot. Pour plaisanter, j'ai mis les gants de gorille. Ils étaient très serrés, comme pour un enfant. Je n'ai jamais filmé une petite main de Sasquatch comme dans mon documentaire. Cela s'est produit bien après sa sortie. Depuis cet événement, il a vu ce gant de gorille. Encore une fois, l'un s'est fissuré car j'ai essayé de l'utiliser, il se casse en hiver. Je l'ai jeté sur la banquette arrière et complètement oublié, parce que je suis très désordonné. Il ne vous a pas dit qu'il était sous les chaînes à neige. Elle a dû déplacer les chaînes à neige et tout ce bazar. Il y avait plein de trucs dessus. Quand il l'a sorti, c'était un vieux gant de gorille d'enfant abîmé. Il fait « C'est quoi ça ?» Je lui dis « Tu sais, c'est juste celui de mon neveu, c'est pas grave. » Je n'ai jamais filmé une petite main de Sasquatch, rappelle-toi. Et mes images étaient déjà sorties à ce moment-là. Et ce n'est clairement pas ça. C'est un faux gant en forme de main de gorille. Donc, c'est drôle comme les plus petites choses. C'est le mieux que tu as. Bien sûr, tu vas le faire, je fête Halloween. J'adore cette fête. Mon neveu s'est déguisé en gorille, jamais en Sasquatch. Et ça me retombe dessus comme ça. Donc tu sais, c'est comme ça. Ça n'enlève rien au travail. Mais ensuite, tu sais, en parlant avec ma femme, j'ai dit, alors c'est quoi toutes ces histoires sur le fait que tu travaillerais dans l'industrie du costume à Hollywood? Elle me dit, l'industrie du costume, elle a dit, je faisais du maquillage pour des balles de promo et des mariages, plutôt des relooking pour des balles et des mariages à côté, comme un petit boulot, parce que j'avais une formation en cosmétologie et j'avais travaillé dans un salon pendant un moment. Je faisais juste ça comme petit boulot en faisant attention à nos dépenses. Ça avait beaucoup plus de sens que ce que tu sais et ses pseudonymes. Eh bien, parce qu'il il a dit, dès que le mot s'est répandu que, tu sais, je faisais quelques petits boulots ici entre deux sorties sur le terrain en créant des petites publicités et autres pour des entrepreneurs et des entreprises locales. Mais quand on a su que j'étais le gars du Bigfoot, ils ont cessé de m'appeler.
Alors j'ai republié et refait de la publicité avec l'huile apaisante. Avez-vous une réponse à cette accusation d'un lien familial avec un professionnel du costume? Ils ont affirmé que ma sœur serait maquilleuse en effets spéciaux, ce qui est totalement faux. Elle n'a jamais eu de lien avec ça. Elle s'est fait un joli costume de momie pour Halloween. Vous allez au magasin et vous achetez ce costume de momie tout fait. Elle a vraiment bien réussi son déguisement. Elle est assez artistique quand il s'agit de faire des choses à la maison, mais elle n'a jamais travaillé dans les effets spéciaux. Je veux dire, ce sont des accusations absurdes, un mensonge total et complet. Il n'y a absolument rien. Ma sœur n'a jamais travaillé, ni fait quoi que ce soit, ni reçu la moindre formation en maquillage d'effets spéciaux. Aucun membre de ma famille n'a jamais été formé ou travaillé dans le maquillage d'effets spéciaux. Jamais arrivé, c'est un mensonge absurde. Un des hommes diffusant ce mensonge était à une conférence sur le Sasquatch. Je l'ai approché et je lui ai dit que j'aimerais lui parler de ça. Je lui ai ensuite demandé s'il avait une sœur. Il a répondu oui. Je lui ai alors demandé s'il l'aimait et la connaissait vraiment bien. C'est une maquilleuse d'effets spéciaux. Il me regarde et dit « Non, elle ne l'est pas ». Je réponds « Si, elle l'est ». Et j'insiste. Voilà la preuve. Les gens répètent simplement « Si, c'est vrai ». Partout. Et je ne veux plus en parler parce que c'est lui le faussaire avéré, mais on doit en parler parce que même elle, ma sœur, aurait soi-disant participé à des émissions aux États-Unis. Nous l'avons entendu. Ma sœur m'a montré « Hé, Todd, regarde, je passe à la télé, la maquilleuse en effets spéciaux. Elle avait un accent du Sud. Nous venons du Canada. C'était une femme du Tennessee. Je viens du Tennessee. Je suis maquilleuse d'effets spéciaux. C'était un mensonge total et absolu. » D'accord. Donc, est-ce que l'une des défenses Contre ces accusations que Todd a partagées ici sont-elles prouvables? Je dirais que non. Mais voilà le problème. Logiquement, il est très difficile de prouver qu'une chose n'existe pas. C'est beaucoup plus facile, par exemple, de prouver à l'aide de documents, de photos, de vidéos ou autres que la sœur de quelqu'un était une experte en effets spéciaux à Hollywood que de prouver sans l'ombre d'un doute qu'elle ne l'était pas. Et n'oubliez pas, nous avons la preuve clairement démontrable sur laquelle nous pouvons nous appuyer que les êtres dans les vidéos de Todd ne pouvaient absolument pas être Todd maquillé, portant un masque, ou n'importe quel autre être humain. C'est prouvable sans l'ombre d'un doute. L'espèce est réelle. Je les ai vraiment filmés. Et la découverte progresse très bien. Et j'en suis très heureux. Mais encore plus fort que cela, à mon avis, c'est le fait que lorsque j'écoute Todd réagir et se défendre contre ces accusations personnelles concernant lui et sa famille, je crois ce gars. Il ne donne vraiment pas l'impression d'être un menteur, mais plutôt quelqu'un qui en a honnêtement assez de subir, année après année, des accusations de supercherie, de malhonnêteté, simplement parce qu'il a présenté au public quelque chose qui bouleverse les paradigmes. Il est assez clair dans la communauté Bigfoot qu'il est devenu très à la mode de critiquer Todd Standing, de lancer toutes sortes d'accusations contre lui, ou, plus précisément, de répéter les accusations lancées par d'autres sans aucune preuve réelle ni connaissance des nuances en jeu. Peut-être que vous en êtes même vous-même coupable. Mais aussi, et je ne saurais trop insister là-dessus, ne pas aimer Todd Standing n'est pas une raison logique pour l'accuser de mensonge ou d'imposture. Quand on a fait des rapports sur moi, j'ai cherché ces noms et devinez quoi? Aucune tentative de discussion. Je me fiche de votre niveau en effets spéciaux ou du nombre de doctorats que vous avez. Si vous n'avez même jamais essayé d'interviewer un témoin parfaitement disposé, le seul témoin qui était là, vous êtes incompétent et vous êtes un lâche. Robert, tu peux en témoigner. Comment ai-je été avec toi? Tu as parlé avec moi. C'est ainsi que je suis avec les gens. Robert m'a demandé des vidéos et d'autres choses. Me voilà en train de faire l'émission, donnant tout sans peur. C'est ce que vous pouvez attendre d'un homme entièrement dévoué à la vérité. Je suis très passionné par ce processus de découverte. Si vous êtes assez pur pour vraiment chercher la vérité et que vous êtes concentré sur la vérité, vous la trouvez. C'est ce que je dis à mes explorateurs avant leur venue. Ne vous inquiétez pas pour Bigfoot. Concentrez-vous sur la découverte de la vérité. Venez ici et découvrez quelle est la vérité, et la vérité vous rendra libre. Voilà donc, un dossier assez convaincant et finalement irréfutable pour l'authenticité des célèbres images de Sasquatch de Todd Standing. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que je vous ai convaincu que c'est du vrai, ou restez-vous toujours complètement sceptique? Dans tous les cas, j'aimerais beaucoup connaître votre avis dans les commentaires ci-dessous. N'hésitez pas à partager. Si vous avez déjà voulu participer à cette quête de la vérité sur le Bigfoot, pas seulement en regardant de loin, mais en étant réellement à mes côtés pendant que j'approfondis mes recherches, alors je viens de lancer quelque chose spécialement pour vous. Mon nouveau Patreon, en ligne, fonctionne comme une équipe de recherche.
Vous pouvez vous inscrire gratuitement et avoir quand même accès à des photos des coulisses et à des sondages occasionnels. Ces avantages sont ouverts à tout le monde. Pour aller plus loin, inscrivez-vous comme soutien à la recherche. Pour 5 $ par mois, vous aurez un accès anticipé à des versions sans publicité de toutes mes vidéos, des photos exclusives des coulisses et des sondages exclusifs. En tant que participant, 10 € par mois vous offre tout cela. En plus des vidéos des coulisses, 10% de réduction sur tous les produits exclusifs, cabane dans les bois, des interviews complètes et prolongées, et un pouvoir de vote pour les prochains projets vidéo. Pour célébrer le lancement, les 100 premiers membres à s'inscrire bénéficieront de 20% de réduction sur leur premier achat de produits exclusifs, cabane dans les bois. Cela s'ajoute au prix déjà réduit actuellement en boutique. Ces réductions valent plus que même le niveau le plus élevé d'abonnement payant. C'est vraiment la meilleure façon de soutenir ce travail, de se rapprocher d'une véritable enquête sur le Bigfoot et de m'aider à continuer à chercher des réponses. Tous les liens sont dans la description. J'espère vous retrouver de l'autre côté. Comme toujours, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lui donner un j'aime, de la partager avec votre famille et vos amis et de vous abonner à Cabane dans les bois. Et je vous retrouve tous dans la prochaine vidéo.